Bonsoir, vous regardez l'échiquier international sur Al24 News. Nous vous emmenons au Brésil pour parler du retour de la gauche aux commandes. C'était attendu. Lors de son investiture, le nouveau président du Brésil et chef historique de la gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, a eu droit à une véritable marée humaine, comme ce fut le cas pour ses deux mandats de 2003 à 2010. Lula da Silva vient-il en réformateur à 77 ans et après une carrière semée d'embûches, peut-il relever les défis qui se dressent aujourd'hui devant la première puissance économique d'Amérique du Sud ? Nous allons tenter de répondre à ces questions grâce à nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Esteban Silva Quadra, ancien sénateur aliandiste. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons aussi le politologue Riyad Sidawi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, le CARAPS, basé à Genève. Messieurs, restez avec nous. Aussitôt investi, le nouveau président du Brésil s'est engagé à reconstruire le pays et à réconcilier les Brésiliens très divisés en évoquant le bilan désastreux de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Je gouvernerai pour les 215 millions de Brésiliens et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi. Je gouvernerai pour tous en regardant vers notre brillant avenir commun et non dans le rétroviseur d'un passé de division et d'intolérance. J'ai tenu à dire tout au long de la campagne: le Brésil a une voix, et je le répète avec toute ma conviction, même face à la destruction mise en évidence par le gouvernement de transition, le Brésil est résilient. Cela dépend de nous tous. Et vamos reconstruire este país. Alors tout d'abord, Esteban Silva Quadra, on vient de le voir, le président Lula se veut rassembleur et s'engage à reconstruire le pays. Un discours plutôt classique de la part d'un président élu. Mais ici, on a affaire à un personnage qui connaît bien les rouages du pouvoir. Sera-t-il à la hauteur de ses ambitions, Esteban ? Oui, c'est un moment historique, vraiment pour le peuple brésilien, pour l'État brésilien même, parce qu'il s'agit du troisième mandat de Lula, il vient d'assumer son troisième mandat dans un contexte tout à fait différent à celle qui était, ça fait 20 ans en arrière, quand il a assumé pour la première fois la présidence du Brésil. Parce qu'il s'agit d'un moment très complexe pour le Brésil. Oui. Il a, même l'ex-président Bolsonaro, il a presque fui le pays. Il se trouve maintenant aux États-Unis. À 2 jours de l'investiture de son rival. Voilà, dans un contexte, donc il assume dans un contexte très polarisé, où il y a des urgences sur le plan social et économique qu'il doit faire face. Et en même temps, c'est aussi toute la politique brésilienne qui va changer. Sur le plan pas seulement politique, oui. Sur le plan culturel, il s'agit de Lula à la tête du Parti des travailleurs, mais dans un rassemblement de la gauche et des mouvements sociaux et aussi démocratiques plus larges pour faire face et pour envisager les nouveaux défis de la société brésilienne et dans un contexte mondial aussi frappé par la guerre en Europe et la crise économique et sociale qui aussi. faut envisager. Oui. Donc dans ce contexte-là, c'est très important, c'est historique, cette nouvelle mandat qui assume Lula et qui a déclenché beaucoup d'espoir dans le peuple brésilien, mais aussi dans les peuples latino-américains et caribéens. Il revient plus fort selon vous aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Parce que finalement, c'est un pays, c'est quelqu'un qui a
qui a survécu tout, la persécution. Il a été même en prison après que s'est effacé finalement. Il a sorti livre des accusations du procès, etc. C'est quelqu'un qui a une force de résilience très très importante et qui vient de la main d'un peuple qui a fait face finalement au fascisme, à la polarisation de la société, et donc avec son expérience d'une part, et d'autre part avec la force qui est lui, il réveille chez le peuple brésilien. Moi je pense que c'est un Lula qui reprend finalement pour son troisième mandat avec beaucoup de force. Très bien. Parce que, avec beaucoup de défis, bien évidemment, qui a déclenché un espoir. Très bien. Nous allons en parler. Et juste avant, nous allons essayer de voir ce qu'en pense Riyad Sidawi. Alors, Lula da Silva sera-t-il à la hauteur de ses ambitions? Esteban Silva Quadra le dit plus fort de par son vécu et son expérience. Qu'en pensez-vous? Je pense évidemment oui. D'ailleurs, j'ai lu sa biographie cet après-midi, c'est extraordinaire. C'est un ouvrier, il a commencé sa vie en tant qu'ouvrier, il est syndicaliste. Et je dois faire la différence maintenant entre la gauche européenne, les partis socialistes européens, et la gauche en Amérique du Sud et Amérique latine. La gauche européenne, c'est une gauche embourgeoisée. Ici, on l'appelle gauche caviar. Or, en Amérique latine, c'est une gauche intègre, gauche radicale. Plus gauche authentique. Authentique, absolument, que ce soit avec Allende en Chili, que ce soit aujourd'hui avec Lula da Silva. Donc, c'est une gauche, et c'est pour cette raison que j'ai dit c'est un ouvrier, il a fait sa carrière comme un ouvrier. Le Brésil est un pays très, très important au plan économique. Peut-être je vais étonner nos chers spectateurs. À titre d'exemple, son produit intérieur brut pour l'année 2022, le Brésil occupe la 10e place avec 1833,27 milliards de dollars, juste avant l'Italie qui est le 9e, après l'Italie qui est le 9e et avant la Russie qui est le 11e. Selon la Banque mondiale et l'FMI, en 2030, le Brésil pourrait occuper la place de la France, ça veut dire devenir 7e économie mondiale. Donc, Lula, nous savons bien, pendant ses 2 anciens mandats, il a beaucoup travaillé la classe moyenne et la classe défavorisée avec l'encouragement et le soutien des PME. Il a réussi, il a beaucoup réussi. C'est une gauche, comme je dis, authentique, c'est une gauche qui réalise les rêves et les aspirations des peuples en Amérique latine. Et quels sont les gros défis qu'aura relevé aujourd'hui Lula durant ce mandat? Évidemment, au plan interne, c'est la justice sociale. C'est la justice sociale entre les plus riches et les plus pauvres. Oui. Lula est toujours fidèle. C'est un engagement d'ailleurs, c'est l'un de ses premiers engagements durant son premier mandat. Oui, absolument. Il va souligner aussi cet engagement et au plan externe, évidemment, les BRICS, les pays de BRICS, les États de BRICS. Nous savons bien qu'en 2023, l'Algérie va être membre des pays de BRICS. Aussi, c'est vers les pays de BRICS et aussi l'éloignement des États-Unis d'Amérique. Je pense que les plus perdants au plan externe de ces élections sont les États-Unis d'Amérique. Très bien. Nous allons parler de la politique extérieure dans un moment, de la politique extérieure de Lula da Silva. Mais avant, je voudrais poser la même question à Esteban Silva Quadra. Que pensez-vous? Quels sont les gros défis qu'aura relevé Lula da Silva durant ce mandat? Bon, d'abord, c'est lui-même qui a dit que son grand défi, c'est que les Brésiliens, le peuple brésilien peut manger, réduire la faim. Ça qui affecte à des millions de Brésiliens, donc les détériore des conditions sociales, économiques, mais son grand défi, c'est confronter et réduire la faim chez les Brésiliens, d'une part. Les inégalités, bien sûr, qui sont causées, la faim
la pauvreté qui est causée par les inégalités du système et du modèle néolibéral. Et dans ce sens-là, c'est très important, les premières, et aussi reconstruire la démocratie, la participation populaire, les pouvoirs de peuple dans la prise des décisions économiques, politiques, culturelles, d'intégration de peuples même brésiliens qui étaient affectés par les politiques régressives et réactionnaires du gouvernement qui est sortant face. Malheureusement, oui. Permettez les trois, par rapport à ça, les trois mesures qu'il a signées quelques moments après d'assumer la présidence. Sur le plan interne, par exemple, interdit toute une série de mesures qui avaient été prises par l'antérieur gouvernement sur les ventes des armes et tout, etc., tout ce qui est lié à ça. Deuxièmement, la reprise du fonds de protection de la maçonnerie. Et troisièmement, il a renversé les mesures prises par le gouvernement de l'extrême droite de Bolsonaro qui visait privatiser Petrobras et des autres entreprises de communication, par exemple, notamment, et aussi les courriers. Donc, il a renforcé l'État, la stratégie des outils publics de l'État pour pouvoir envisager, avec des politiques publiques fortes, les situations de fin des inégalités et aussi des souverainetés, de reprendre donc éradiquer la pauvreté. Oui. Voilà. Silva Quadra et la justice dans tout cela, est-ce que c'est du passé pour Lula? Pardon? Et la justice? Oui, non, mais écoutez, c'est le peuple. Bon, lui, il a finalement réussi, non, à montrer au monde et au Brésil que toutes les mesures de persécution où était utilisée la justice contre lui, et il était la plupart des mensonges qui sont tombés. Et c'est le peuple, c'est la souveraineté et les institutions qui ont démontré finalement ça. Aujourd'hui, c'est pas qui est aux États-Unis, à Miami, c'est Bolsonaro. C'est celui-même qui, avec son ex-ministre de Justice, a fait la persécution judiciaire et politique contre Lula. Et c'est la vérité qui s'impose, parce que s'impose aussi la reprise de la souveraineté des institutions et du peuple brésilien aujourd'hui, avec le président Lula dans son 3e mandat. Très bien, Riyad Sidaoui, je me retourne vers vous. Lula et la justice, c'est du passé? Oui, absolument. Comme je dis, le Brésil est un pays très, très prospère au plan économique, mais malheureusement, le fossé qui sépare les plus riches des plus pauvres est énorme, ce fossé. Donc, à Lula de changer le paysage social en Brésil. Et je pense, comme je l'ai dit, il a cette capacité, il a cette expérience historique. Il est inspiré évidemment par des grands révolutionnaires en Amérique du Sud, que ce soit Allende en Chili ou Fidel Castro à Cuba, afin d'installer la justice entre les classes sociales en Brésil. Comme j'ai dit, les défavorisés, la classe moyenne, les plus vulnérables dans la société. Et connaît-il quant à sa propre expérience avec la justice? Est-ce que cela relève du passé désormais? Je pense, oui, c'est du passé. Je pense, d'ailleurs, il est innocent. Je pense que ce sont des dossiers toujours composés par ses adversaires, par ses ennemis, par une droite, je pourrais dire une droite fasciste, qui ne veut pas des vrais militants de gauche. Donc, il sait, en utilisant évidemment les appareils d'État, afin d'éloigner
un candidat très pesant dans les élections. Et évidemment, on a vu le résultat. Le peuple brésilien a dit son mot. C'est la démocratie, mais cette démocratie que les Américains ne veulent pas. Ils sont intervenus en 1973 contre Allende, qui a été élu démocratiquement, contre Hugo Chavez aussi. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire contre Lula qui a été élu démocratiquement. Et puisque vous en parlez, Riyad Sidaoui, avec Lula au pouvoir, c'est la gauche brésilienne qui signe son grand retour. Les Brésiliens ont-ils plébiscité Lula ou plutôt sanctionné son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro? Les deux à la fois, je pense. Les deux à la fois. D'un côté, ils ne veulent plus de cette droite radicale. Et de l'autre côté, c'est une nostalgie aussi parce qu'ils ont vécu les deux expériences. Ils ont vécu les deux expériences, l'expérience de la gauche, l'expérience de la droite. Aujourd'hui, ils sont mûrs, ils ont bien choisi leur camp. Oui. Très bien. Esteban Silva Quadra, Lula, au fond, a toujours transcendé à la gauche alternative et la mondialisation. Aura-t-il aujourd'hui la possibilité de poursuivre pour autant cette synthèse, notamment après le passage d'un Bolsonaro qui exacerbait les tensions politiques? Bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Lula. Lula, c'est un travailleur, c'est un dirigeant des travailleurs. Qu'il a grandi en la lutte. Une image qui fait souvent remonter. Oui. Dans ces contextes-là, après, il a dirigé un pays tellement grand et important en Amérique du Sud et en Amérique latine, et qu'il a fait avancer sur le plan de réduire les inégalités, de chercher la justice, la force culturelle du peuple travailleurs, non, etc. Et il a placé le Brésil, quand il était président, dans le contexte mondial des grands défis à niveau mondial. Aujourd'hui, bien évidemment, le Brésil de Lula est face à un nouveau défi. Le même président Lula, dans son discours, il a bien mis l'accent de faire revenir le Brésil sur la unité et l'intégration de l'Amérique du Sud, quand il a cité reprend la UNASUR, reprend le marché du Sud, Mercosur, il a parlé du BRICS, c'est-à-dire de comment le rôle du Brésil face à la crise de la globalisation, à la crise du capitalisme globalisant pour lui-même, la guerre qui confronte aujourd'hui à la Russie contre les États-Unis et l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, qui a des conséquences dévastatrices, mais aussi la lutte pour un monde multipolaire, pour laisser derrière justement la logique d'imposition unipolaire des États-Unis et ses alliés de l'Union européenne, Silva Quadra. Ordre économique mondial plus juste et différent. C'est un des grands défis qui prend aussi Lula à la tête du Brésil. Et donc l'intégration latino-américaine pour faire baisser l'Amérique latine et au Caraïbes de façon autonomique sur les grands sujets qui sont en crise et qui requièrent des pays du Sud global, de l'unité et la confluence des pays du Sud dans une logique non alignée pour rebâtir un nouveau monde, c'est un des grands défis et je crois finalement que Lula va être très très important et décisif dans ces défis à partir de sa troisième présidence. Très bien. Esteban Silva Quadra, Lula da Silva, c'est le président de la première puissance économique d'Amérique du Sud. Le Brésil est aussi membre des BRICS. Que peut apporter le président Lula, ce président de gauche à ce groupe? Beaucoup de choses, je pense. Bon, d'abord, reprend la politique du Brésil des relations d'investissement, de partage, de coopération avec l'Afrique. Et je pense que c'est très important pendant les deux gouvernements
le Brésil a beaucoup avancé sur la coopération, les échanges, la recherche des coopérations et des. Vous voyez un alliances rapprochement davantage avec l'Afrique, par exemple. Oui. Vous voyez un rapprochement plus important avec l'Afrique. Il a bien dit, oui. Voilà, qu'il va reprendre ça. Et dans son discours qui a tenu hier, par exemple, seulement pour mettre un exemple, lui, il a parlé sur le défi, par exemple, sur le plan de l'énergétique et notamment des fertilisants. Vous savez, par exemple, achète pas mal de fertilisants, par exemple, de l'Algérie. Et les Brésiliens, les nouvelles équipes, ils veulent approfondir, par exemple, ce type d'échanges, bien sûr, de façon plus large encore, et aussi la concertation politique. Et dans ce sens-là, l'importance, par exemple, l'Algérie va entrer au BRICS, s'approcher de façon assez dynamique. Aujourd'hui, la présidente du BRICS est tenue par l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, il y a un contexte où le nouveau président, le nouveau gouvernement du Brésil peut beaucoup contribuer à approfondir les échanges, à approfondir la concertation et l'alliance des pays du Sud global, justement sur tous les sujets, pas seulement pour chercher des échanges plus égalitaires et plus justes de la production et du commerce à niveau mondial, sinon pour refonder les institutions d'intégration qui sont en crise. Je vais revenir à vous, Esteban Silva Quadra, mais je vais d'abord peut-être avoir l'opinion de Riyad Sidawi là-dessus. Que peut apporter aujourd'hui le président Lula da Silva aux BRICS? Beaucoup. Je pense que les pays des BRICS sont les gagnants dans ces élections avec da Silva Lula. Et à leur tête, évidemment, la Chine, la Russie, l'Inde, le Sud-Afrique. Les grands perdants, évidemment, sont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, parce qu'ils voient en Lula da Silva comme un adversaire, comme un ennemi, celui qui favorise le BRICS, celui qui favorise le tiers-monde, le militantisme au sein de l'Amérique latine. Donc, je ne veux pas dire ennemi, mais c'est vraiment un adversaire redoutable. Donc, da Silva, il va continuer, il va renouer avec le Brésil révolutionnaire en tendant la main évidemment à l'Algérie. Il va soutenir la candidature de l'Algérie, qui est une candidature officielle, afin de s'adhérer au pays des BRICS. Et comme j'ai dit, les plus heureux aujourd'hui, les plus contents aujourd'hui, ce sont surtout la Chine et la Russie. Très bien, je vais peut-être vous poser la dernière question à vous et à Esteban Silva Quadra, mais rapidement, messieurs, on le sait, donc on remarque une montée de la gauche en Amérique latine. En 2022, les pays les plus peuplés de l'Amérique latine, à savoir le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine, le Venezuela et le Chili, ont tous élu des gouvernements de gauche. Quelle est votre interprétation, Riyad Sidawi? C'est la montée de la gauche en Amérique latine. C'est une gauche authentique. Rapidement, si je vous prie. Oui. Ce n'est pas une gauche comme les partis socialistes européens. Et je pense que c'est un grand changement au sein de l'Amérique latine. Et ça nous donne des indices pour les années à venir, parce qu'il y a un déclin du capitalisme, un déclin des États capitalistes, et à leur tête, les États-Unis d'Amérique et les pays membres de l'Union européenne envoient la carte du monde, le paysage mondial, que ce soit politique ou économique, qui est en train de se changer radicalement. Très bien. Esteban Silva Quadra, que pensez-vous de cette montée de la gauche en Amérique latine? C'est une deuxième vague des luttes des peuples latino-américains qui a une expression dans les gouvernements, mais aussi dans la société, dans les luttes des travailleurs, dans les luttes des paysans, dans les luttes pour récupérer la souveraineté économique. La souveraineté économique, les ressources naturelles, minières, etc. Et ces expressions de gauche ont le défi d'être vraiment en syntonie avec ces luttes des peuples. C'est ça la gauche souveraine,
la gauche populaire, qui puisse faire avancer des démocraties avec des pouvoirs populaires, c'est-à-dire pas seulement sur le plan formel, sinon la reprise de la ressource et la souveraineté économique et la souveraineté politique liée à ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir contribué à cette émission. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Esteban Silva Quadra, je vous remercie de nous avoir éclairé dans cette émission. Vous êtes, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien sénateur aliandiste. Je remercie également le politologue Riyad Seydaoui, également directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, le CARAPS, basé à Genève. Encore merci, messieurs, et merci à vous de nous avoir suivis. Et excellente soirée sur Al 24 News.